Quelque chose se dirige vers notre planète et pourrait anéantir toute vie sur Terre. Il s'agit d'une aiguille ordinaire pesant environ 5 grammes. Tu te demandes probablement si le danger est bien réel. Est-ce qu'un objet si minuscule peut vraiment causer tant de dégâts? C'est difficile à dire parce qu'elle avance à la vitesse de la lumière et nous ne savons pas vraiment ce qui se passera quand elle frappera la Terre. Nous sommes totalement dans l'hypothétique et les questions qui se posent sont nombreuses. Voici la première. Qu'arriverait-il à une aiguille à coudre dans l'espace? Pourrait-elle réellement accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière? La réponse brève est non. Mais ce n'est pas si simple. Dans notre univers, rien de ce qui a une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Pour qu'un objet, quel qu'il soit, accélère, il faut de l'énergie. Et comme il ne peut pas y avoir une quantité infinie d'énergie, une telle vitesse est impossible. Pour cet exercice de pensée, nous pouvons donc simplifier les choses. Disons que l'aiguille se déplace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Cela fait à peu près 299 300 km par seconde, soit 1,08 milliard de km/h. À cette vitesse, le voyage de la Terre au Soleil prendrait environ 8 minutes. À titre de comparaison, la vitesse maximale d'une fusée Falcon Heavy est de 39 600 km/h. Et la voiture la plus rapide sur Terre est plus de 2 millions de fois plus lente que la vitesse de la lumière. La plus grosse roche qui ait jamais frappé notre planète est la météorite Doba. Elle pesait environ 60 tonnes. Elle est tombée sur Terre il y a environ 80 000 ans et a causé énormément de dégâts. Est-ce qu'un objet aussi petit que notre aiguille à coudre pourrait avoir le même effet? Bien sûr que oui. C'est une question d'énergie. Les petites choses qui se déplacent à la vitesse de la lumière ont plus d'énergie que les grands objets qui se déplacent lentement. Ainsi, notre aiguille super rapide toucherait le sol avec beaucoup plus de force. Lors de son impact, toute l'énergie qu'elle contient provoquerait un énorme boom. Tout ce qui se trouverait à proximité se désintégrerait. Mais une explosion aussi importante pourrait-elle vraiment détruire toute notre planète? Comparons cela à la plus grande explosion que les humains aient jamais connue. Le nuage de débris qui a suivi cette explosion avait une hauteur de 64 km. On pouvait le voir à une distance de 160 km. Environ 50 mégatonnes de force explosive avaient été libérées dans l'atmosphère. L'énergie que notre aiguille dégagerait sous forme d'explosion serait d'environ 43 kilotonnes. C'est moins que ce que les humains peuvent causer eux-mêmes, mais cela pourrait quand même entraîner des dégâts considérables. Donc si tu entends aux infos que quelque chose se dirige vers la Terre à la vitesse de la lumière, tu auras certainement besoin de trouver un abri. Les humains pourraient-ils survivre à un tel impact? Ce serait plutôt effrayant. Un éclair de lumière éblouissant serait suivi d'une onde de choc d'une force incroyable. Les vitres de toutes les maisons dans un rayon de 4 km se briseraient. Les bâtiments les plus solides s'effondreraient. Toute cette énergie provenant de notre aiguille provoquerait de graves incendies jusqu'à 2,5 km de l'épicentre. Tout ce qui se trouverait à cet endroit serait, pour ainsi dire, atomisé. La situation serait un peu différente si l'aiguille se retrouvait dans l'océan. Tout comme pour une météorite, son impact provoquerait un énorme tsunami. Mais l'onde de choc n'affecterait pas les grandes villes et les gens ne seraient probablement pas blessés. Bien que si cela se produisait au large de la côte est des États-Unis, ce minuscule objet pourrait quand même provoquer une inondation à New York. Mais il pourrait se passer autre chose si une aiguille comme celle-ci entrait dans l'atmosphère terrestre. Comme elle se déplacerait à une vitesse proche de celle de la lumière, l'aiguille ne serait plus vraiment un objet solide, mais plutôt un groupe d'atomes volant les uns à côté des autres. Il est donc possible que l'aiguille traverse simplement notre planète comme elle traverserait un ballon. Cela se passerait très vite, en une fraction de seconde. Personne ne s'en rendrait compte et tout le monde continuerait sa vie. Mais voici la possibilité la plus incroyable. Et si l'aiguille touchait une personne? Eh bien, il y a une très petite chance que cela se produise, seulement 1 sur 1,6 million. Mais quelque chose de similaire s'est déjà produit au moins une fois, lorsque 2 hommes en Turquie se sont retrouvés sous une pluie de pierres en 1888. Mais revenons à notre aiguille qui va à la vitesse de la lumière. Si un corps humain absorbait complètement toute cette énergie au moment de l'impact, il se désintégrerait tout simplement. Mais il peut encore se passer autre chose. L'aiguille pourrait desserrer les liens entre les molécules et les atomes de ton corps et passer à travers eux sans te causer de douleur. Tu sentirais juste quelque chose comme une piqûre de moustique. Bien sûr, cela laisserait quand même sa marque. L'aiguille ferait un trou parfait dans ton corps. Mais tant qu'elle ne traverserait pas tes organes vitaux, tu n'aurais rien à craindre. En plus, tu pourrais te vanter de la chance extraordinaire que tu as eue. Une aiguille de l'espace tombant sur toi, c'est presque comme si tu gagnais au loto. Il semble donc qu'une aiguille se déplaçant à la vitesse de la lumière ne ferait pas tant de mal que ça.
Elle pourrait creuser un grand cratère quelque part, mais dans l'ensemble, le monde continuerait de bien se porter. Mais que se passerait-il si quelque chose de beaucoup plus gros qu'une aiguille se dirigeait ainsi vers la Terre ? En 2013, une grosse météorite est entrée dans l'atmosphère au-dessus de la Russie. Heureusement, elle s'est en grande partie consumée avant d'atteindre le sol. Mais le plus gros morceau ayant subsisté pesait un peu plus d'une demi-tonne. La météorite a explosé à environ 23 km au-dessus de la surface et a légèrement endommagé plus de 7000 bâtiments. Environ 1500 personnes ont été blessées, mais elle ne se déplaçait qu'à une vitesse d'environ 59 500 km/h. Que se serait-il passé si elle avait accéléré pour se rapprocher de la vitesse de la lumière ? Un objet de cette taille, se déplaçant à une vitesse de près de 299 300 km par seconde, posséderait une énorme quantité d'énergie. Son impact anéantirait un continent entier. L'onde de choc serait d'une telle force qu'elle ferait le tour complet de la planète et détruirait absolument tout sur son passage. Le tsunami provoqué par l'explosion emporterait notre civilisation dans l'océan. Les humains ne survivraient que s'ils parvenaient à atteindre des abris souterrains très profonds. Mais une fois que toute la poussière serait retombée et que nous serions remontés à la surface, nous constaterions qu'il ne resterait plus rien de vivant sur Terre. La situation serait plus ou moins la même que lorsqu'un météore a vraisemblablement anéanti les dinosaures il y a des millions d'années. Il est vrai que cette météorite n'avançait pas aussi vite, mais elle était tout aussi grosse. Bien sûr, notre planète s'est remise de cet impact, et la vie est revenue. En fait, il existe bien actuellement un objet qui se déplace dans notre système solaire et qui pourrait détruire la moitié de la Terre. La comète de Halley. Elle pèse environ 220 milliards de tonnes. Ça fait beaucoup de zéros. Par ailleurs, cette comète s'est déjà suffisamment approchée de nous pour que nous puissions la voir au moins 30 fois. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en 1986. Mais nous aurons l'occasion de la revoir dans un avenir pas trop lointain. Sa prochaine apparition est prévue pour juillet 2061. Si un objet comme la comète de Halley heurtait la Terre, cela changerait complètement la forme de notre planète. L'explosion formerait un cratère de la taille de l'Eurasie. Après un tel impact, la Terre ne serait plus jamais la même. À présent, parlons de quelque chose d'un peu plus réel, même si c'est sérieusement bizarre. Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui puisse se déplacer à la vitesse de la lumière ? Eh bien, presque. Les scientifiques ont découvert que certaines galaxies superactives peuvent cracher des boules de gaz chaudes de la taille de Jupiter. Ces galaxies sont appelées des blazars. En étudiant ces boules, les scientifiques ont été très surpris parce qu'ils ont découvert qu'elles se déplaçaient à environ 99,9% de la vitesse de la lumière. Pour accélérer quelque chose d'aussi gros qu'une boule de bowling jusqu'à cette vitesse, il faudrait toute l'énergie produite sur Terre pendant une semaine entière. Alors imagine combien d'énergie il te faudrait pour lancer un objet de la taille de Jupiter dans l'espace. Il y a de fortes chances que ces boules reçoivent toute cette énergie de trous noirs supermassifs présents à l'intérieur des blazars. Un trou noir absorbe des tonnes de particules, mais en accélère aussi d'autres et les pousse dans l'espace. Le futur. Les sources d'énergie de notre planète s'épuisent et la population augmente. Il y a de moins en moins d'espace sur Terre. Les gens doivent rapidement partir vers d'autres planètes, mais il n'y a pas assez d'énergie pour les vaisseaux spatiaux et les voyages interstellaires. Tu fais partie d'un groupe de scientifiques à la recherche de sources d'énergie dans l'univers. L'énergie solaire, les moulins à vent, les centrales hydrauliques et thermiques ne sont pas suffisants. Tu proposes une idée aventureuse mais risquée. Tu veux créer un objet et l'accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière afin qu'il génère une immense énergie. Les autres scientifiques rejettent immédiatement cette idée. Une telle expérience pourrait détruire la planète, voire même le système solaire. Si un objet se déplace plus vite que les particules de lumière, il forme un trou noir. Pour réduire les risques, tu proposes de faire accélérer un objet petit et fin comme une simple aiguille. Dès qu'elle atteindra la vitesse de la lumière et libérera de l'énergie, des machines spéciales l'absorberont. Une seule milliseconde de déplacement à la vitesse de la lumière suffira à l'humanité. Ensuite, il faudra arrêter l'aiguille. Tu proposes de la ralentir en faisant qu'elle s'écrase sur le mont Everest. Dès le début de tes travaux, tu es confronté à un problème. Une aiguille ordinaire, comme tout autre objet ayant une masse, ne peut atteindre la vitesse de la lumière. C'est impossible selon les lois de la physique. Pour y parvenir, il faudra transformer cette aiguille en un faisceau de photons, car le métal de l'aiguille sera réduit en poussière lors de son accélération à la vitesse de la lumière.
L'atmosphère terrestre présente une forte résistance à tout objet en mouvement. Donc, tu dois créer le matériau durable le plus solide de l'univers. Il doit non seulement faire face à la résistance de l'air, mais aussi ne pas être désintégré par l'énergie qu'il développera. Quand un objet prend de la vitesse, son énergie augmente. Il faut beaucoup d'argent pour créer une telle aiguille. Mais avant de l'obtenir, tu devras réaliser une simulation de cette expérience pour prouver que tu fais bien les choses. Tu vas utiliser un programme basé sur un hologramme du système solaire qui imite et visualise toutes les lois de la physique. Tu pourras ainsi simuler ton expérience et si tout se passe bien, tu obtiendras l'argent pour mettre ton plan en œuvre. Tu veux donc créer une simulation informatique de l'aiguille. Tu construiras ensuite une machine avec un moteur incroyablement puissant qui fonctionne comme une fusée. Plusieurs moteurs seront attachés à l'aiguille pour l'aider à atteindre la vitesse du son. Puis, ils chargeront l'aiguille en énergie et la libéreront. En utilisant la force de charge, l'aiguille devrait accélérer à la vitesse de la lumière et s'écraser sur l'Everest. Il faudrait placer le point de lancement de l'aiguille très loin de la montagne pour que cette opération fonctionne. La résistance de l'air entravera considérablement l'accélération. La trajectoire de l'aiguille doit traverser des milliers de kilomètres d'espace libre. Tu décides donc de lancer l'expérience depuis l'espace, là où il n'y a pas de résistance. Pour cela, tu simules une base sur la Lune. Les ordinateurs calculent l'heure exacte du départ et la position de l'aiguille. Tu dois connaître la vitesse du mouvement de la Terre autour de son axe et celle du mouvement de la Lune autour de notre planète. La moindre déviation de trajectoire peut faire que l'aiguille s'écrase dans l'océan ou sur une ville. Si elle entre dans l'eau, des tsunamis se produiront dans le monde entier. L'ordinateur calcule le moment idéal pour le vol de l'aiguille. Tu es prêt à commencer l'opération. Des scientifiques et des présidents de nombreux pays sont présents. Tu es si nerveux que tu transpires. Tu t'approches de l'ordinateur et appuies sur le bouton de lancement. Tout le monde observe l'écran géant. Une fusée, avec l'aiguille placée en son sommet, décolle. Elle s'élève bien au-dessus de la Lune, atteint la vitesse du son et le premier moteur tombe. La masse de la fusée diminue et sa vitesse augmente. La moitié de la distance entre notre planète et la Lune a été parcourue. Il reste 2 moteurs. À 10 fois la vitesse du son, le deuxième moteur tombe. L'aiguille s'approche de l'atmosphère terrestre. Le troisième moteur génère une énorme charge d'énergie. Il l'envoie dans l'aiguille et se détache. L'aiguille devient rouge, vive et chaude comme le soleil. Elle pénètre dans l'atmosphère terrestre. Les couches protectrices de notre planète ne peuvent empêcher l'aiguille d'atteindre son but. Le ciel s'illumine d'un flash lumineux. Dans la prochaine demi-seconde, l'aiguille frappera l'Everest à la vitesse de la lumière. 2 secondes plus tard, ton expérience échouera. Et voici pourquoi. Plus la vitesse d'un objet est grande, plus sa masse et la quantité d'énergie qu'elle accumule sont importantes. Quand l'aiguille atteint la vitesse de la lumière, son énergie augmente indéfiniment. Sa masse croît jusqu'à l'infini, et lorsque cela se produit, un trou noir se forme. C'est un corps massif doté d'une incroyable force gravitationnelle qui absorbe absolument tout, même les particules de lumière et la dimension temporelle. C'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Tout ce qui est événement, le temps, l'espace et la matière, est absorbé par un trou noir, et personne ne sait ce qui se trouve à l'intérieur. Après 1 milliseconde, l'aiguille atteint presque la vitesse de la lumière. Elle libère une énorme quantité d'énergie dans l'atmosphère. Tu la regardes au ralenti, tu peux voir comment l'air est ionisé, c'est-à-dire que les molécules d'air sont divisées. Dans la nature, ce processus se produit lors des éclairs. Notre Soleil possède également une énergie ionisante qui nettoie l'air. L'aiguille traverse l'atmosphère terrestre. Le ciel est éclairé par une lumière vive. Tous les nuages et toutes les molécules d'eau autour de l'aiguille s'évaporent instantanément sous la haute température. Le ciel devient limpide à des centaines de kilomètres autour du point où se trouve l'aiguille. Et elle s'approche du mont Everest. Des centaines de milliers de tonnes de neige s'évaporent dès que l'aiguille s'en approche. Elle a atteint la vitesse de la lumière. Une épaisse couche de terre fond et s'envole dans différentes directions. On dirait que quelqu'un a jeté une lance dans une montagne de glace. L'Everest ne peut pas supporter une telle énergie et est pulvérisé en milliers de morceaux, comme un château de sable. L'incroyable puissance de l'onde de choc détruit tout autour. La pierre, le bois, la terre, les feuilles, le béton, tout se désintègre à cause de toute cette énergie. Puis toutes ces molécules sont effacées. L'aiguille se déplace plus vite que les photons et dès qu'elle dépasse la lumière, elle commence aussi à dépasser le temps. Du point de vue de l'aiguille,
tous les événements commencent à s'inverser. La masse de l'aiguille devient infinie et plus elle grandit, plus son énergie augmente. Une explosion de force gravitationnelle absorbe alors tout l'espace. La Terre, les arbres, les villes, la croûte terrestre et même son noyau. Tout disparaît en quelques secondes. Un trou noir absorbe la lumière et le temps. Un vide noir absolu a été créé. Le trou noir grandit. L'hologramme de la Station spatiale internationale rétrécit sous l'effet de la pression de la gravité et elle est entraînée dans le vide. Puis, c'est au tour de la Lune. La force de gravité augmente vite. Le trou devient plus lourd et plus massif. Toutes les planètes du système solaire s'effondrent alors que le géant noir gravitationnel grandit. La lumière du Soleil entre à l'intérieur et n'en ressort pas. Le trou noir devient des milliers de fois plus lourd que le Soleil. Notre étoile se divise en millions de bandes fines de lumière, comme des spaghettis, et elle projette de puissants flux d'énergie. Tout un secteur vide de l'espace, avec un trou noir en expansion en son centre, se trouve à l'endroit où se trouvait notre système solaire il y a encore quelques instants. Les météorites qui passent devant lui sont aussi aspirés. Une seule petite aiguille a réussi à provoquer un tel désastre. La simulation se termine. Le programme s'arrête car il ne peut plus calculer d'autres événements. Tu réalises que c'était effectivement une mauvaise idée et tu décides plutôt d'essayer d'obtenir l'énergie du noyau de la Terre. Tu es au beau milieu du Sahara. Tu vois une énorme cible rouge au sol. Sa surface est si chaude que tu pourrais y faire frire des aliments. Une goutte d'eau est censée toucher le centre de cette cible à la vitesse de la lumière. Théoriquement, comme techniquement, cette expérience est impossible à réaliser. Mais si elle se produit, alors un mystérieux néant nous attend. Et chaque version de ce néant sera différente. Nous allons donc envisager 3 scénarios. Première option, il est préférable de le faire depuis une grande hauteur ou depuis l'espace. Tu décolles avec un jetpack dans la stratosphère. Tu as une bouteille d'eau à la main. Tu fais tomber une goutte. Elle commence à accélérer. Dans ce cas, même à faible vitesse, une goutte d'eau se consumera dans les couches protectrices de l'atmosphère. En moins d'1 seconde, la goutte se transformera en vapeur. Imaginons que notre planète n'ait pas de protection telle que l'atmosphère. La résistance de l'air se débarrasserait quand même de la goutte. La goutte vole vers le bas à une vitesse phénoménale. Le vent froid la transforme en glaçon. Plus la vitesse de la goutte est élevée, plus la résistance de l'air est forte. La goutte se déplace de plus en plus vite, atteignant bientôt la vitesse du son. Ensuite, elle se brise en milliers de petites particules. Dans ces conditions, la goutte ne pourra jamais atteindre la Terre à la vitesse de la lumière. Rien ne se passera, car rien n'arrivera à la cible. La tentative suivante consiste à modifier la goutte. L'oxygène, le dioxyde de carbone, l'ozone et les autres gaz présents dans l'atmosphère détruisent tout objet qui tombe. Mais que se passe-t-il si la goutte ne rencontre pas ces obstacles ? Tu transformes chimiquement la structure interne de l'eau, tu enfiles à nouveau ton jetpack et tu attrapes une bouteille d'eau. À la hauteur de l'orbite de la Terre, tu l'ouvres et fais tomber une goutte. Elle accélère et il n'y a aucune résistance. Elle traverse les couches les plus chaudes de l'atmosphère mais ne brûle pas. Elle passe la température de congélation mais ne gèle pas. Elle vole vers le sol en atteignant la vitesse de la lumière et s'écrase mais rien ne se passe. La goutte a acquis les propriétés d'une particule de lumière, un photon. Ce n'est que dans un tel état qu'elle pourrait atteindre la vitesse dont nous avons besoin. Aucun objet ayant une masse, que ce soit une voiture, une maison, une feuille d'arbre, une fourmi, un cheveu, un grain de sable ou une molécule, ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Seules les particules de lumière en sont capables puisqu'elles n'ont pas de masse. Une goutte intangible tombe donc au centre de la cible et là encore, rien ne se passe. Troisième option, les scientifiques ont trouvé un moyen d'accélérer une goutte à la vitesse requise. Ils doivent également modifier la composition moléculaire de l'eau, la rendant plus résistante aux températures extrêmes. Pour que la goutte atteigne la vitesse de la lumière sans aucun dommage, tu dois la placer dans un vide parfait. Pas de résistance de l'air, pas de couche protectrice de l'atmosphère. Il ne reste que l'espace et l'eau. Pour cela, les scientifiques doivent construire un long tuyau. Au centre du Sahara, autour de la même cible, on crée un complexe scientifique. De là, le tuyau doit monter. Sa hauteur correspond approximativement à la distance qui mène à la Station spatiale internationale, c'est-à-dire 408 km, ce qui correspond à peu près à la hauteur de 50 fois l'Everest. Tu ne peux pas connecter le tuyau à l'ISS elle-même car elle est en mouvement permanent. Elle tourne autour de la Terre, effectuant une révolution en 90 minutes.
C'est pourquoi les astrophysiciens et les ingénieurs doivent construire une petite station conçue pour une personne. Et cette station doit se déplacer parallèlement à un seul point sur le sol. Le tube à vide est fait de matériaux inoxydables solides pour que la pluie et les hautes températures ne puissent pas le détruire. À l'intérieur, c'est un alliage de titane et de graphène, le métal le plus durable sur Terre. Le tube est construit horizontalement. Puis, à l'aide de plusieurs hélicoptères et de câbles, il est placé en position verticale et attaché à une petite station spatiale. Le tuyau est équipé de petites pompes qui la vident de l'air et bloquent son passage à l'intérieur. La goutte d'eau ne doit pas toucher les parois. C'est pourquoi il y a une couche spéciale de plaques de gravité. Elle repousse l'eau loin des parois du tuyau en utilisant le magnétisme et les ondes sonores. Tu enfiles un jetpack et t'envoles vers la station avec une bouteille d'eau améliorée et durable. Tes mains tremblent d'excitation. Ta respiration est bruyante dans ta combinaison spatiale. Tu ouvres la bouteille, l'inclines légèrement et en verses une goutte dans une boîte spéciale. Dans ce récipient, la goutte se charge de l'énergie nécessaire pour développer la vitesse de la lumière. Maintenant, elle est prête pour le voyage. Tu regardes la boîte, tu fermes les yeux et tu appuies sur le bouton de lancement. La goutte est propulsée dans le tuyau à grande vitesse. À cause de la puissante onde de choc, la station entière est projetée sur le côté. La goutte accélère et à ce moment-là, le tuyau, constitué des métaux les plus solides de la Terre, commence à fondre comme de la glace. Il y a tellement d'énergie dans l'eau maintenant que cela suffirait à fournir de l'électricité à une petite ville. Et maintenant, la goutte atteint la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Le tuyau se transforme en poussière. Peu importe si la goutte touche le sol ou non, il n'y aura plus rien. Littéralement tous les objets matériels, voitures, maisons, champs, océans, ordinateurs, avions, bateaux, fleurs, arbres, disparaîtront. Les choses intangibles comme le gaz, l'air, les ondes radio, le rayonnement électromagnétique, les milliards de téraoctets d'informations numériques, tout cela aura également disparu. Tout son, cri, musique, sonnerie de téléphone sera impossible à créer ou à entendre. La lumière disparaîtra et l'obscurité sera totale. Mais rembobinons et voyons ce qui s'est passé exactement. C'est impossible puisqu'il n'y a plus de temps non plus. Imagine le temps comme une rivière tumultueuse qui coule rapidement dans une direction. Puis cette rivière tombe dans un puits sans fin et disparaît complètement. Tout cela est arrivé parce qu'une goutte d'eau s'est écrasée sur notre planète à la vitesse de la lumière. Dès qu'une goutte commence à s'approcher de la vitesse nécessaire, elle perd ses propriétés d'eau. C'est maintenant l'objet le plus puissant et le plus lourd de l'univers. L'énergie qui en émane détruit tout sur des centaines de milliers de kilomètres. Le béton, le sol, les rochers, tout disparaît. Dans la première seconde, tout se brise en millions de petits morceaux. Puis ces morceaux sont déchirés en millions de particules encore plus petites. Les molécules se consument. Imagine une carte du monde en papier. Si tu la mouilles et la déchires, elle se transformera en bout de papier mouillé. Si tu la brûles, une partie de la carte se transformera en cendre et l'autre partie s'envolera simplement dans les airs sous forme de fumée. La carte restera, mais elle ne sera plus jamais la même. Mais si tu détruis les molécules de la carte, on peut dire que la carte n'a jamais existé. Il n'y a aucune trace de son existence. La même chose arrive à notre planète. L'énergie provenant d'une goutte d'eau fait comme si la Terre n'a jamais existé dans l'espace. Et maintenant, la goutte dépasse la vitesse de la lumière. Un trou noir commence à évoluer. Il se dilate et absorbe tous les débris spatiaux. Puis, la Lune. Bientôt, ce sera le tour de Mars et de toutes les autres planètes de notre système solaire. Le trou noir se dilate et sa force de gravité augmente. Avec les planètes, il absorbe la lumière. Il se rapproche de plus en plus du Soleil. Notre étoile se divise en bandes de lumière comme si elle était passée dans une énorme broyeuse cosmique. Le Soleil explose et recrache une quantité incroyable d'énergie. On pense que les trous noirs apparaissent après l'explosion des étoiles. En ce moment, toute l'énergie solaire est absorbée par notre trou noir. Il fait complètement noir. La lumière des étoiles lointaines tombe directement dans l'infini supermassif. Les météorites, volant dans un rayon de centaines de milliers de kilomètres autour, sont également dévorés dans l'inconnu. Il existe de nombreux trous noirs dans l'espace, mais un seul d'entre eux a été créé par une petite goutte d'eau. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus il devient lourd. La masse est la quantité d'énergie que possède un objet. Lorsque les molécules d'eau atteignent la vitesse de la lumière, leur masse commence à augmenter. Et il n'y a pas de limite à cela.
elle devient infinie. Une masse infinie forme un trou noir. Il absorbe tout et personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne reste que l'obscurité et la force inimaginable de la gravité. Donc, il faudrait probablement ne pas faire cette expérience, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas faire un volcan de bicarbonate de soude à la place? Les satellites électroniques deviennent soudainement incontrôlables. Il y a des surtensions dans le monde entier. Certaines zones subissent même un blackout total. Les scientifiques disposent de peu de données sur cet incroyable comportement solaire. C'est pourquoi nous ne sommes toujours pas en mesure de prédire avec précision quand et comment se produira la prochaine tempête géomagnétique. Un événement de ce genre a eu lieu en juillet 2012, mais heureusement, il a manqué la Terre de peu. Mais à seulement 9 jours près. Pour te donner un aperçu de ce qui a failli se passer, il nous faut présenter quelques notions d'astronomie. Une tempête solaire est une série d'effets que nous ressentons ici sur Terre après que certains événements se sont produits sur le Soleil. Notre étoile n'est rien d'autre qu'une énorme boule de gaz en fusion qui se déplace constamment. Donc ces événements se produisent plus souvent que tu ne le penses. Pour qu'une tempête solaire se déclenche, notre Soleil doit émettre des rafales d'énergie. Elle se présente sous la forme d'éruptions solaires et d'éjections de masse coronale. Ces deux phénomènes envoient des charges électriques et des vagues de champs magnétiques vers la Terre à une vitesse stupéfiante d'environ 5 millions de kilomètres par heure. Lorsque ces tempêtes solaires atteignent notre planète, on peut voir des aurores boréales dans des endroits proches du cercle polaire. Mais elles peuvent aussi perturber les satellites ou d'autres types de communications électroniques. Certaines de ces tempêtes solaires peuvent être dangereuses, et en 2012, nous avons failli en subir une très puissante qui aurait pu avoir de graves conséquences. C'était même la plus puissante depuis plus de 150 ans, d'après les recherches effectuées par les astronomes. Mais comment avons-nous réussi à y échapper? Avons-nous fait quelque chose de particulier, ou bien était-ce qu'une pure coïncidence? Ce que nous savons, c'est qu'une de ces éjections de masse coronale a effectivement touché l'orbite de la Terre fin juillet 2012. Notre planète avait déjà quitté cet endroit précis alors qu'elle était sur sa trajectoire prévue autour du Soleil. Mais que se serait-il passé si elle ne nous avait pas manqué? Il s'avère que ces tempêtes solaires intenses sont dangereuses pour toutes sortes d'objets technologiques. Étant donné que nous sommes aujourd'hui littéralement entourés de gadgets, de nos smartphones à nos véhicules, imagine ce qui se passerait s'ils cessaient tous de fonctionner d'un coup. Voici comment les tempêtes solaires fonctionnent. Elles commencent par une explosion ou une éruption solaire. Ensuite, des rayons X et UV se déplacent vers notre Terre à la vitesse de la lumière. Les effets secondaires comprennent des pannes de radio et des erreurs de navigation GPS. Les effets peuvent se produire pendant un temps déterminé, car quelques minutes ou parfois quelques heures plus tard, des particules énergétiques atteignent notre atmosphère. Elles se déplacent à peine plus lentement que la vitesse de la lumière, mais elles peuvent choquer électriquement les satellites de la Terre et endommager leurs composants. Enfin, environ 24 heures plus tard, des nuages de plasma magnétisé nous atteignent également. Ils peuvent provoquer d'énormes pannes de courant, paralysant plus ou moins tout ce qui possède une connexion électrique. Il se peut même que nous ne puissions pas tirer la chasse d'eau de nos toilettes, puisque la plupart des réserves d'eau des villes utilisent des pompes électriques. Les effets de ces tempêtes géomagnétiques seraient toutefois différents en fonction des endroits du monde. Pourquoi? D'après des recherches récentes, la géologie a beaucoup à voir avec cela. Mais revenons un peu en arrière pour brosser un tableau plus vaste. Attache ta ceinture, car nous allons faire un voyage dans la machine à remonter le temps, à une époque où la Lune n'existait même pas encore. Il y a 4,6 milliards d'années, notre système solaire était très différent de ce qu'il est aujourd'hui, et c'est peu dire. Des centaines de nouvelles planètes ont commencé à se former autour du jeune Soleil. Des planètes comme notre propre Terre, Vénus ou Mars se déplaçaient encore dans le cosmos. Dans les années 1970, un astronome nommé Donald R. Davis a développé une théorie selon laquelle la Lune serait née lorsqu'une autre planète a heurté la Terre nouvellement formée il y a environ 4,5 milliards d'années. Il a également indiqué qu'elle aurait pu avoir la taille de Mars et il l'a nommée Theia. Il est difficile d'imaginer à quoi cet impact aurait pu ressembler, même avec l'équipement dont nous disposons de nos jours.
Les astronomes ont suggéré l'hypothèse d'un impact géant pour tenter de reconstituer ce mystère. Après avoir heurté notre planète, les couches rocheuses extérieures de la Terre et de Theia ont été projetées dans un cercle de matière cosmique. De ces débris est né ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Le noyau de la Terre a apparemment consommé le noyau de fer de Theia, du moins s'il en avait un. Notre planète s'est également retrouvée dans la position qu'elle occupe aujourd'hui. Elle est ainsi devenue plus sensible aux tempêtes géomagnétiques. À l'époque, il y avait peu ou pas d'informations sur ce qui a pu arriver à Theia, à part nous offrir notre seul satellite naturel. Il a fallu plusieurs années à une série de scientifiques pour trouver une nouvelle idée passionnante qui a révolutionné ce que nous savions de notre planète. Ce qui a été oublié de Theia se cache sous 2 couches de roches de la taille d'un continent, au plus profond de notre planète. Cette théorie est aussi l'une des seules explications de la raison pour laquelle la Lune est si sèche et n'a pas vraiment de noyau de fer. Mais pourquoi la géologie est-elle si importante lorsqu'il s'agit de tempêtes géomagnétiques ? Eh bien, parce que des données récentes ont révélé que le type de roche sous tes pieds peut affecter la façon dont ta région s'adapte après de puissantes tempêtes géomagnétiques. Certains types de roches, comme les roches sédimentaires par exemple, ont généralement plus d'espace rempli d'eau, ce qui les rend électriquement conductrices. D'autres types de roches sont plus denses et présentent une plus grande résistance à l'électricité. Si une telle tempête se produit, les personnes vivant dans les Highlands de la Nouvelle-Angleterre risquent davantage de subir des perturbations majeures. À l'inverse, ceux de la plaine côtière centre-atlantique ont moins de raisons de s'inquiéter, simplement en raison de ce qui se cache sous leurs pieds. Comment avons-nous su à quel point ces tempêtes sont effrayantes ? Eh bien, ce n'était pas la première fois que cela arrivait. Les tempêtes solaires attisent la curiosité de la communauté des astronomes depuis de nombreuses années maintenant. L'événement le plus emblématique de cette ampleur est l'événement de Carrington qui s'est produit en septembre 1859. Il nous a donné un aperçu de la puissance du Soleil. On l'a baptisé ainsi d'après un astronome anglais, Richard Carrington, qui a lui-même été témoin des éruptions solaires. La puissance de cette tempête solaire était quelque chose que les humains n'avaient jamais connu auparavant. La forte tempête géomagnétique a provoqué des aurores boréales à des latitudes aussi basses que le territoire d'Hawaï. Le matin du 1er septembre 1859, Richard Carrington s'est rendu dans son observatoire privé situé à l'extérieur de Londres. Il a ouvert le dôme de l'observatoire pour avoir une vue complète du ciel et a dirigé son télescope vers l'emplacement du Soleil. Il a vu un tas d'énormes taches sombres qui brillaient à la surface de notre étoile. Peu de temps après, Carrington a remarqué que 2 zones énigmatiques, intensément brillantes et pleines de lumière blanche, jaillissaient des taches solaires. Elles ont disparu 5 minutes plus tard, mais les effets se sont poursuivis sur toute la surface de la Terre. Plus tard dans la nuit, les communications télégraphiques du monde entier ont commencé à dysfonctionner. Des éclairs de lumière ont commencé à jaillir des machines télégraphiques, perturbant les opérateurs et mettant même le feu aux feuilles de papier. Des aurores colorées ont commencé à apparaître dans le ciel nocturne du monde entier, faisant gazouiller les oiseaux en pleine nuit. Certaines personnes ont même commencé à vaquer à leurs activités quotidiennes, pensant à tort que la journée avait déjà commencé. De nos jours, notre planète est quadrillée d'une méga-toile d'informations, si bien que l'impact d'une telle tempête solaire serait encore plus chaotique. Dans les années 1800, le système télégraphique n'en était qu'à ses débuts, mais cet Internet victorien était un moyen important d'envoyer des nouvelles et des messages privés. Même aux États-Unis, les opérateurs télégraphiques avaient déjà remarqué des interruptions locales à cause des orages et des aurores boréales. Mais l'événement de Carrington et ses effets étaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. De nombreuses lignes télégraphiques en Amérique du Nord sont devenues inutilisables. Un responsable de télégraphe, basé à Pittsburgh, s'est même souvenu que les courants circulant dans les fils étaient si forts que leur contact en platine risquait de fondre. Un autre exemple est celui d'un opérateur télégraphique situé à Washington DC, nommé Frederick W. Royce, qui a été blessé lorsque son front a touché un fil de terre. Les échantillons prélevés dans les endroits glacés de la Terre nous indiquent que l'événement de Carrington était 2 fois plus important que toute autre tempête solaire survenue au cours des 500 dernières années.
Il est très difficile d'imaginer quel pourrait être l'impact d'une tempête de cette ampleur aujourd'hui. Mais d'après un rapport de 2008, rédigé par l'Académie nationale des sciences, elle pourrait coûter entre 1000 et 2000 milliards de dollars de dommages. Il y a cependant des choses que chacun de nous peut faire pour aider à réduire le montant des dommages, comme acheter un générateur ou installer une source d'énergie de secours. Il peut s'agir d'un panneau solaire ou d'une éolienne. Plus efficace encore, nous pouvons équiper nos maisons de protecteurs de surtension qui se connectent à nos panneaux électriques et peuvent nous sauver de la foudre et d'autres surtensions. Et la solution la plus simple de toutes, il suffit de débrancher tous les appareils non utilisés. S'ils ne sont pas connectés à une source d'alimentation, ils ne peuvent être affectés par aucune surtension. Alerte! Alerte! Habitants de tous les pays et de toutes les villes du monde, un astéroïde massif s'approche de la Terre. Sa vitesse est maintenant plusieurs fois supérieure à celle du son. Et chaque jour, il accélère un peu plus. Une fois qu'il sera entré dans notre système solaire, il passera devant Uranus, Saturne, Jupiter et Mars. Les champs gravitationnels de ces planètes vont également accélérer l'astéroïde. Et notre planète sera sa destination finale. La collision est inévitable. Selon les scientifiques, une météorite de la taille du Mont Everest peut détruire la planète entière. La catastrophe aura lieu dans 350 jours. C'est la panique dans les rues. Les gens construisent des bunkers et font des réserves. Des scientifiques et des astronomes du monde entier sont réunis pour trouver une solution. La seule façon d'éviter la collision est de détruire l'objet spatial. Une puissante fusée peut diviser l'astéroïde en centaines de milliers de morceaux. Dans ce cas, une pluie de météorites frappera la Terre. Mais c'est toujours mieux que la destruction complète de notre belle planète. En moins d'1 an, les gens construisent plusieurs fusées puissantes. Puis, à l'aide des meilleurs télescopes du monde, les astronomes créent un système de guidage unique. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que l'astéroïde arrive dans notre système solaire. Tout le monde commence à déménager sur un seul continent, où ont été construits des bunkers de pointe. Les dégâts causés par l'astéroïde sont impossibles à prévoir. Alors, il vaut mieux cacher les gens dans un seul et vaste endroit sûr en attendant la collision. Le moment est arrivé. L'astéroïde passe à côté d'Uranus. Sa vitesse s'augmente. Maintenant, l'objet spatial massif se déplace seulement 10 fois moins vite que la lumière. Les scientifiques lancent leurs fusées dans les airs. L'astéroïde passe devant Saturne et détruit une partie de ses anneaux. La trajectoire de l'astéroïde change. Il passe devant d'autres planètes en suivant un chemin sinueux, prend de la vitesse et se dirige maintenant vers la Terre. Les fumées laissent une longue traînée de feu derrière elles et atteignent la vitesse du son. Elles se rapprochent de l'astéroïde. Près de Mars, la collision se produit. Les fusées touchent leur cible. L'astéroïde explose et se divise en millions de particules. Tous les morceaux volent dans des directions différentes. La Terre est sauvée. À ce moment-là, les satellites de la Terre enregistrent une énorme explosion d'énergie. Une petite partie de l'astéroïde se dirige vers la Terre. Elle est minuscule, de la taille d'un grain de sable. Et maintenant, le grain de sable vole vers la Terre à une vitesse de 297 000 km par seconde, ce qui représente 99% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le grain a presque le même pouvoir destructeur que l'astéroïde tout entier. Il s'approche de la Lune. Encore quelques secondes et le grain de sable frappera notre planète. Tout le monde retient son souffle. Si le grain acquiert une puissance aussi incroyable, c'est grâce aux lois de la physique. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus sa masse et son énergie sont importantes. Lorsque le grain de sable atteint une vitesse proche de celle de la lumière, son énergie et sa masse commencent à augmenter de façon spectaculaire. Tu ne peux même pas voir ce minuscule grain de sable, mais à l'intérieur, il a la masse d'un continent entier. Si le grain atteint la vitesse de la lumière, sa masse sera infinie, et alors un trou noir apparaîtra. Dans ce cas, toutes les choses vivantes et même inanimées de la planète disparaîtront. Les arbres, les mers et les océans, toutes les villes, les pays et les continents, l'air, le son, l'atmosphère, toute molécule de la Terre. Tout sera absorbé par l'incroyable force gravitationnelle du trou noir. Puis, lorsqu'il n'y aura plus aucune trace de notre planète, le trou s'emparera de la Lune. La force gravitationnelle grandira et absorbera d'autres planètes du système solaire. Bientôt, elle atteindra le Soleil. Notre étoile se divisera en milliers de bandes comme des spaghettis et émettra une énorme quantité d'énergie. Cela pourrait déclencher la naissance d'un deuxième trou noir, mais
Heureusement, le grain de sable ne se déplace que à 99% de la vitesse de la lumière, ce qui change tout. De plus, aucun objet ayant une masse ne peut réellement atteindre la vitesse de la lumière. Le grain de sable entre dans l'atmosphère de la Terre. De l'extérieur, il ressemble à un météore aveuglant qui transperce le ciel. Le grain se réchauffe, traversant les couches de l'atmosphère. Dans un rayon de 160 km autour de lui, les nuages s'évaporent. Le ciel devient limpide. Si tu le regardes au ralenti, tu peux voir que l'air est ionisé, car les molécules d'air sont divisées. Dans la nature, ce processus se produit pendant les éclairs. Notre Soleil possède également une énergie ionisante et désinfecte l'air. La météorite laisse derrière elle un trou dans la couche d'ozone. Désormais, cet endroit n'est plus protégé des radiations spatiales et des rayons ultraviolets. Le grain de sable vole directement vers le centre de l'océan austral. Le continent le plus proche de l'explosion est l'Antarctique. L'air qui l'entoure se réchauffe et se mélange à la température froide de l'océan, créant ainsi des ouragans. Dès que le grain s'approche de la surface de l'océan, l'eau commence à bouillir. La température et l'énergie du grain sont si élevées que l'eau s'évapore. Mais les molécules de vapeur sont instantanément brûlées. Des milliers de litres d'eau viennent de disparaître de la surface de la Terre. Le grain vole encore sur les premiers mètres sans toucher la surface, car l'eau s'évapore devant lui. Puis, il tombe dans l'océan et provoque une puissante explosion. Des centaines de millions de litres d'eau moussent et bouillonnent à cause de la température élevée. Dans un rayon de 160 km, l'océan est éclairé par une lumière vive. Les profondeurs de l'océan, où les rayons du soleil ne sont jamais parvenus auparavant, sont presque aussi transparentes que l'eau au fond d'une piscine. L'épave des vieux navires coulés se divise en atomes à cause de la puissante explosion. Les monstres marins inconnus et les calmars géants qui vivent dans l'obscurité ont peur de la lumière vive et s'éloignent à la nage. Puis, finalement, le grain de sable touche le fond de la mer et pénètre profondément dans la croûte terrestre. S'il atteint le noyau de la Terre, la planète explosera très probablement à cause d'une puissante libération d'énergie. Heureusement, cela ne va pas se produire. La résistance de l'océan et du sol ralentit le grain et lui retire son énergie. Elle provoque un léger déplacement des plaques tectoniques. Et il y a plus à venir. D'énormes vagues se forment et se répandent dans l'océan. L'onde de choc crée d'énormes tsunamis. Imagine que tu jettes une petite pierre dans une flaque d'eau. La même chose se produit dans l'océan, mais à une bien plus grande échelle. Des vagues énormes s'approchent des villes côtières. Heureusement, les gens ont déjà été évacués, mais les dégâts causés par un grain de sable coûteront des centaines de milliards d'euros. Les maisons sont détruites, les routes sont inondées. Au bout d'un moment, il se met à pleuvoir des ouragans. L'eau de l'océan vaporisée par le grain forme d'énormes nuages d'orage. Le vent les pousse vers les continents. Puis, après le tsunami, une pluie incessante se met à tomber, inondant des pays entiers. Plusieurs jours plus tard, les catastrophes naturelles sont toujours là. La température de l'océan austral a augmenté de plusieurs degrés. L'eau est en train de bouillir sur le lieu de la collision, faisant fondre les glaciers de l'Antarctique. Des millions d'icebergs fondent. Si bien que le niveau d'eau des océans du monde entier augmente. Les côtes de certains continents sont submergées pour toujours. Les nuages d'orage atteignent le Sahara et d'autres déserts. Le déplacement des plaques tectoniques provoque des tremblements de terre sur certains continents. Les volcans se réveillent. Le ciel est rempli de cendres volcaniques. Il faudra des mois pour que toutes les cendres se déposent. Au début, cela crée des conditions difficiles pour la vie sur Terre. Les plantes et tous les êtres vivants ne reçoivent plus assez de lumière du soleil. Dans les arbres et les algues, la photosynthèse est perturbée. La production d'oxygène s'arrête. Il est de plus en plus difficile de respirer. L'air qui remplit l'atmosphère de la planète s'épuise lentement. Les humains doivent s'adapter à de nouvelles conditions. Ils construisent de nouvelles villes sur la Terre et dans l'océan. Ils créent des plantations avec un éclairage artificiel pour stimuler la photosynthèse. Heureusement, tous les problèmes prennent fin lorsque les cendres se déposent. À l'intérieur des volcans, il y a du magma chaud qui coule. Il peut s'avérer utile car il est riche en éléments chimiques et en minéraux. Avec les cendres, les nutriments tombent sur le sol, qui est désormais bien fertilisé. Les plantes, les arbres, les fruits et les légumes poussent incroyablement vite et produisent à nouveau beaucoup d'oxygène. Le Sahara est désormais rempli de fleurs. Et il ressemble plus à une prairie qu'à un désert. Au lieu de détruire la planète, le grain de sable l'a simplement renouvelée.
Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé, dit-elle. » Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit... de l'eau. Comment est-ce possible? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond, incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète. Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre.
L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en 2 parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il ? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde.